Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur TV Sud pour le journal et dans les titres de ce vendredi 16 mars, le futur visage de l'autoroute A9 autour de Montpellier. Un dédoublement qui prend forme avec notamment un viaduc qui desservira la nouvelle gare TGV, livraison prévue dans 5 ans. Marine Le Pen en campagne dans l'Hérault hier. Après avoir rencontré des pêcheurs à Sète, elle a réuni 1200 personnes pour un banquet républicain à Palavas. Enfin, il se prépare à recevoir le champion d'Europe en titre. Les handballeurs montpelliérains affrontent Barcelone dimanche dans leur salle historique du Palais des Sports René Bougnol. 8e de finale de Ligue des Champions. À quoi va donc ressembler la future autoroute A9 dédoublée autour de Montpellier? Un comité de pilotage organisé en préfecture ce matin a livré les premiers éléments du projet. Au programme, un lifting complet, un nouveau viaduc et des travaux sur 23 km pour un budget de 850 millions d'euros. Les détails avec Marlène Mec. Élus locaux, maîtres d'œuvre, représentants de l'État, tous étaient réunis ce matin pour préciser les modalités du déplacement de l'autoroute A9 au sud de Montpellier sur 23 km avec deux natures de travaux très différentes. Au milieu, dans la zone montpelliéraine, où il y a les échangeurs qui desservent la ville de Montpellier et son agglomération proche, la création d'une autoroute neuve de toutes pièces, à 2 fois 3 voies, à une distance comprise entre 700 mètres et 1 km de l'autoroute actuelle et à proximité immédiate de la future ligne LGV. Et nous avons de part et d'autre la réalisation à l'endroit où se trouve actuellement l'autoroute d'une plateforme autoroutière à 4 fois 3 voies. Reste à intégrer le tronçon de l'ancienne autoroute dans l'espace urbain. La future rocade devrait être paysagée à l'instar de l'actuelle avenue Pierre Mendès France. Au-delà, c'est un tout nouveau quartier qui va sortir de terre au sud de l'Aix-A9 et autour de la future gare TGV à proximité. Il y a aussi 350 hectares autour de la gare avec 1 million de mètres carrés chauds qui seront dédiés, qui a de l'habitat, qui a des services, qui a des bureaux, qui a un bon mixage des services auprès de la population. Donc c'est effectivement la trame de Montpellier de l'avenir et également de bonnes connexions avec les territoires alentours. Car en parallèle de la nouvelle autoroute sera construit le contournement Nîmes-Montpellier de la future ligne grande vitesse. À certains endroits, les deux axes n'auront qu'une quarantaine de mètres d'écart. Les deux chantiers seront menés en concertation entre tous les opérateurs. Une première réunion est d'ailleurs prévue dès la semaine prochaine. Pour examiner tout particulièrement les problématiques de cohérence avec les projets urbains environnants, les problématiques d'optimisation des projets sur ce qui est protection contre les nuisances acoustiques et protection de la ressource en eau et maîtrise des risques d'inondation. Début des travaux prévus mi-2013, mais dès le mois de juin, un comité de suivi sera mis en place pour qu'associations de riverains, agriculteurs et autres professionnels puissent donner leur avis sur le projet. Voilà, et la mise en service est prévue fin 2017, un chantier autoroutier qui sera lié à celui de la LGV, la future ligne à grande vitesse qui fait débat dans le Gard. La polémique grandit autour de l'implantation de la gare TGV au sud de l'agglomération nîmoise. Explication Franck Chassagnon. C'est un dossier qui fait couler beaucoup d'encre depuis le début de la semaine. Lundi, les élus de Nîmes Métropole approuvaient le financement de la future ligne à grande vitesse et la création d'une nouvelle gare sur la commune de Manduel. Aujourd'hui, c'était au tour des élus du Conseil général de voter le financement d'une partie de la LGV entre Nîmes et Montpellier. Jusque-là, tout va bien. Les deux collectivités gardoises participent à la même hauteur, 40 millions d'euros chacune. Pourtant, lundi, Jean-Paul Fournier jette un pavé dans la mare en dénonçant l'attitude du président du Conseil général qui refuse de financer le projet de la gare de Manduel. Ça sera la porte du Languedoc-Roussillon. La première gare en Languedoc-Roussillon sera sur le territoire de Nîmes Métropole. C'est énorme comme décision. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un grand jour pour l'agglomération. Ça aurait pu être un grand jour pour le Gard si effectivement M. Allary s'était associé au financement de cette gare qui va être pris quand même à 90% par les autres collectivités. Aujourd'hui, la majorité des élus du Conseil général ont approuvé le financement du contournement ferroviaire entre Nîmes et Montpellier. En revanche, en ce qui concerne la construction d'une nouvelle gare, le président du Conseil général, Damien Allary, reste sur sa position. Je ne pouvais pas, moi, prendre encore 10-15 millions supplémentaires sur le budget gardois des gardoises pour financer une gare. Ce n'est pas au département à financer des gares. Il faudra peut-être faire une gare dans ce département. Mais je souhaiterais qu'on en parle. Je souhaiterais que ça ne tombe pas du ciel.
On n'utilise pas comme ça, on n'utilise pas l'argent des gens qui souffrent, qui travaillent dans un département où il y a effectivement des industrialisations, etc. On n'utilise pas les deniers publics comme ça, à l'aveuglette. C'est pas un coup de poker. On joue pas au casino, là, on joue pas à la roulette. Non, il faut l'étudier. Alors, on se mettra autour d'une table et on verra où il faut la faire. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que Manduel n'est pas un bon site. La construction des 60 km de rail entre Nîmes et Montpellier devrait commencer en 2013. Si tout va bien, en 2017, Nîmes sera à 2h30 de Paris, 1h de Marseille ou encore à seulement 1h50 de Barcelone. Et on revient sur la route avec les 13 premiers radars pédagogiques installés dans l'Hérault, comme à Castries sur ces images. 8 seront implantés en amont des radars automatiques fixes et 5 autres dans des zones particulièrement accidentogènes. Mais à quoi vont donc servir ces nouveaux radars pédagogiques? La réponse du directeur de cabinet du préfet au micro de Marlène Mec. Les radars pédagogiques ont vocation à informer le conducteur de la vitesse à laquelle il roule, bien évidemment, pour lui faire prendre conscience de sa dangerosité. C'est d'autant plus opportun que la part de la vitesse excessive dans les accidents mortels est très importante cette année, de l'ordre de 36% des accidents qu'on a recensés. Alors, en termes d'efficacité, je ferai le bilan en fin d'année, bien évidemment. On aura une attention particulière pour un suivi statistique des accidents sur les lieux concernés. Et j'espère beaucoup que notre bilan 2012 sera encore meilleur que celui de 2011, que je le répète, derrière les chiffres, on a des vies brisées, des familles terrassées par le chagrin, et ça, c'est inacceptable. Voilà, et la préfecture de l'Hérault lance un appel à la prudence car les chiffres de ce début d'année sont particulièrement mauvais sur les routes du département. Depuis le 1er janvier, 18 personnes sont mortes, c'est 5 de plus que l'an dernier sur la même période. Et dans le Gard, la situation est aussi préoccupante sur les routes. Quelques jours après l'accident qui a causé la mort de 3 jeunes à Saint-Mamère-du-Gard, la sécurité routière du département a réuni des représentants d'établissements de l'enseignement supérieur, des associations étudiantes, mais aussi les acteurs de la prévention routière. Objectif, une sensibilisation générale sur la prise en compte de la sécurité routière dans l'organisation des soirées étudiantes. C'était la première réunion publique de Marine Le Pen depuis qu'elle a annoncé avoir obtenu ses 500 parrainages pour la présidentielle. Après une rencontre dans l'après-midi avec des pêcheurs à 7, la candidate avait réuni dans la salle bleue à Palavas ses partisans pour un grand banquet républicain hier soir. Reportage. Lorsque Marine Le Pen fait son entrée dans la salle bleue, les 1200 convives du banquet du Front National donnent de la voix. La candidate avait passé une partie de l'après-midi à 7 pour soutenir les pêcheurs. Cette fois, ce sont ses partisans qui sont venus la voir, l'embrasser et l'écouter. Je suis venu leur apporter un message d'espoir, leur dire que c'est possible de dire non. Et qu'en disant non, on va obtenir beaucoup. Et après le repas, c'est l'heure du discours, 1h15, où le PS et l'UMP sont systématiquement attaqués et renvoyés dos à dos, notamment quand il s'agit d'immigration. Sarkozy comme Jospin avant lui, et Chirac, et Mitterrand font vivre dans notre pays ce que j'appelle la dictature du malheur. Faire venir des millions d'immigrés dans notre pays pour baisser les salaires. L'immigration, un des thèmes de prédilection de la candidate du Front National. Et même quand il s'agit de dénoncer la fraude aux aides sociales, les exemples sont choisis. Oui, des enquêtes de moralité. Effectivement, pour voir si certains n'abusent pas. Pour voir si il n'existe pas dans notre pays, par exemple, des familles polygames, où l'on multiplie les allocations familiales. Et Marine Le Pen va parler d'Europe, de finances, d'éducation dont elle veut faire une priorité. Mais hier soir, elle était en Languedoc-Roussillon. Elle n'a donc pas oublié d'envoyer un message au président de région socialiste. On est tellement plus puissant quand on est un petit roitelet de région et quand le chômage de masse rend notre peuple esclave de telle ou telle aide sociale. Et l'impact est immédiat, la foule est portée par le discours, les dirigeants locaux du FN aussi. Ça fait 30 ans que les hommes politiques nous répètent la même chose, ils ne peuvent rien et c'est pas de leur faute. C'est jamais de leur faute. Eh bien, j'ai confiance parce que nos concitoyens en ont véritablement plus qu'assez de ces incompétents. Eh bien, oui, nous pouvons quelque chose. Nous allons véritablement changer les choses. La Marseillaise en conclusion pour la deuxième fois de la soirée.
Palavas, c'était le premier meeting de la nouvelle campagne d'une Marine Le Pen qui, avec ses 500 parrainages en poche, peut poursuivre sa bataille des présidentielles. À Nîmes, sur l'avenue Feuchère, ce sont 18 platanes qui vont être abattus. Ainsi en a décidé la municipalité après une contre-expertise phytosanitaire. Elle a révélé que ces arbres étaient très altérés par des champignons. Même leurs racines sont atteintes. Explication du maire de Nîmes au micro de Nicolas Pinchino. La décision que nous prenons, effectivement, c'est de couper les arbres altérés. On nous a expliqué qu'effectivement, ils avaient été peut-être mal plantés en 95 et qu'aujourd'hui, ces arbres sont malades, il y a des champignons. Donc on va couper 18 arbres qu'on va remplacer, on va en rajouter 13, puisqu'il y avait des endroits où il y avait des trous. Donc à partir du mois de septembre-octobre, puisque ça se plante à l'automne, mais je crois que c'est une décision, objective et puis surtout responsable, parce que il y a des associations qui sont irresponsables. Quand j'entends qu'on me dit on n'a qu'à le laisser comme ça, on verra bien s'il tombe ou pas, c'est quand même grave. Et puis, toujours à Nîmes, une info service. Les transports de l'agglomération nîmoise, les bus Tango mettent à disposition des navettes gratuites au départ du parking des Costières pour le centre-ville de Nîmes. Cette navette assure un départ toutes les 30 minutes de 10h à 19h30 tous les samedis. À Béziers, c'est l'IUT qui fait peau neuve. Le nouveau bâtiment qui dépend de l'université Montpellier 2 a été conçu pour atteindre des performances énergétiques très pointues. Il accueille déjà 500 étudiants et peut doubler sa capacité. Les nouveaux locaux écologiques de l'IUT de Béziers auront coûté 15 millions d'euros. On écoute le président de l'agglo et le maire de Béziers qui a cofinancé le projet. L'IUT tel qu'il était dans des bâtiments trop réduits, donc il fallait l'installer dans de meilleures conditions et c'est le cas, et on peut recevoir un 4e département d'IUT là sans difficulté. C'est un bâtiment qui a été reconnu d'abord pour ses qualités architecturales et puis d'autre part pour ses qualités environnementales, puisque c'est un bâtiment BBC, bâtiment basse consommation, qui fonctionne en partie avec de l'énergie solaire et qui a fait l'objet d'un trophée de l'architecture dans la catégorie innovation. Donc on est très fiers, oui, de cet outil. La Convention nationale de la LICRA, la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, se tient jusqu'à dimanche. Pour la première fois à Nîmes, au cœur de cette convention, un grand débat public pour interpeller les candidats à la présidentielle. Le thème, 50 propositions de la LICRA pour une France plus fraternelle. Nicolas Pinchino et Sarah Mohamedi se sont intéressés à une proposition sur un sujet particulièrement sensible. Reportage. Parmi les 50 propositions de la LICRA pour une France plus fraternelle, il en est une qui fait parler d'elle actuellement, la suppression du mot race dans l'article 1er de la Constitution. Alors que la Convention nationale se tient à Nîmes depuis ce vendredi matin, cet après-midi, à l'école de l'ADN, des représentants de toute la France ont pu se prêter au jeu des ateliers pratiques. Les individus, ainsi au niveau de leurs gènes sont uniques, il y a également des aspects qui nous sont communs en tant qu'êtres humains. Et donc, au niveau de la réflexion, on peut donc en conclure que, contrairement à ce qu'on a pensé jusqu'à une période assez récente, la race n'existe pas en tant que telle. Des milliards d'individus uniques, différenciés par leur ADN. Et c'est par quelques manipulations simples que les participants ont pu toucher du doigt l'éventail des possibilités liées à l'étude de l'ADN. L'objectif, au travers donc de cette manipulation, c'est de montrer effectivement que l'ADN est un outil qui est exploité à la fois pour des procédures de justice, mais aussi en diagnostic clinique, pour pouvoir montrer certaines anomalies ou bien certaines ressemblances. Suite aux exercices pratiques sur fond récréatif, la conférence du soir portait sur ce thème de la génétique face aux discriminations raciales et ethniques. Une mise en jambe avant les débats du week-end et notamment les fameuses 50 propositions que la LICRA compte soumettre aux différents candidats au présidentiel. Sport, handball, il se prépare à recevoir le champion d'Europe en titre. Les handballeurs montpelliérains vont affronter Barcelone et ça va se passer dans l'historique Palais des Sports René Bougnol. Coup d'envoi dimanche à 17h. Pour ce 8e de finale de Ligue des Champions, les hommes de Patrice Canaillé sont motivés et enthousiastes. En tout cas, c'est ce qu'affirme l'entraîneur du MAHB au micro de Bastien Amalou et Alex Fourmanois. C'est un match excitant qui donne vraiment envie de se préparer, de le jouer. Et voilà, on travaille beaucoup dans notre sport et
pourra jouer ce genre de rencontre. Et donc, quand ces matchs arrivent, il faut mordre dedans et il faut savoir prendre beaucoup de plaisir, mais pas le plaisir que sur le résultat. Il faut prendre beaucoup de plaisir dans la préparation et dans le match aussi. Je crois que ça, c'est très important de bien vivre ces moments. Par ça, ça parle à tout le monde. Donc, c'est pour ça que ce club-là et que cette équipe-là a une dimension extraordinaire. Et cette équipe-là, c'est quand même l'équipe la plus titrée. Cette Ligue des Champions, c'est pas rien. Voilà, il fallait tendre un peu l'oreille, désolé. Et puis les footballeurs du MHSC se déplacent à Nancy ce samedi, 28e journée de Ligue 1. Montpellier toujours second du classement à 1 point du PSG. Mais que pensent les Montpelliérains, supporters ou non, de leur équipe et de ses résultats? Le MHSC a-t-il sa place en Ligue des Champions? Vos réponses au micro de Romain Bassac et Charlène Bouvon. Ah bah oui, ils font des belles performances, mais la route est encore longue, ils sont encore que deuxième. Paris a une bonne équipe, mais bon, même s'ils finissent deuxième à la fin de la saison, ce sera à mon avis une belle performance. Ils n'ont pas les mêmes moyens que Paris, et pourtant ils sont deuxième et parfois ils étaient premiers il y a 2 semaines. Donc voilà, pour moi, c'est un bon résultat. On voit que c'est des gens qui ont repris le foot et qui ne jouent pas pour l'argent. Voilà. Au moins, à Montpellier, on a une équipe vraiment forte et qui n'attendent pas après le pognon, comme à Paris. Ah oui, mérite de finir premier, c'est sûr. Après, il faut l'argent, je crois, pour la Champions League quand même. Il faut un budget important, il faut faut des joueurs un petit peu plus aguerris que ceux que Montpellier a pour l'instant. Mais c'est très bien, c'est une bonne chose qu'ils le fassent. Après, on verra bien jusqu'où ils vont. Il faut un très bon résultat, c'est très bien pour la région. Et là, je suis un fervent supporter et j'aimerais bien qu'ils gagnent le championnat cette année. Franchement, il y a du bon jeu qui se produit et il y a de plus en plus de supporters qui viennent les voir jouer. Donc c'est vraiment pas mal. C'est super, ils font honneur au Sud. Parce que Marseille est derrière. Voilà, et justement, on l'a appris cet après-midi, l'entraîneur de l'OM, Didier Deschamps, demande à la Ligue nationale de football le report de la rencontre Marseille-Montpellier, prévue initialement le 31 mars prochain. Une date calée entre 2 rencontres de Ligue des Champions pour les footballeurs phocéens. Didier Deschamps voudrait bien préserver ses joueurs face à ce calendrier plutôt compliqué. Et c'est la fin de cette édition. Vous pouvez retrouver ce journal et nos émissions sur notre site internet www.tvsud.fr. Prochain rendez-vous avec l'actu lundi 12h30. Passez un excellent week-end sur TV Sud.